Bienvenue à cet épisode numéro 2 du podcast Canal Vaginal avec la physio pas gênée et ses invités. Donc, dans ce podcast-ci, on reçoit Caroline Arbour, donc une passionnée du périnée qui pourrait nous en parler là, à l'infini. Et on a une histoire très touchante de Anne qui nous partage ses difficultés ou ses inconforts. Bref, elle s'est sentie perdue dans son corps suite à la naissance de son enfant et sa vie sexuelle a complètement changé et ça l'a bouleversée. Donc, on vient parler de plusieurs aspects de notre sexualité postnatale dans ce bel épisode. Je te souhaite une super écoute. Bienvenue à cet épisode 2 du podcast Le Canal Vaginal avec Mélanie Claveau, physiothérapeute alias la physio pas gênée, et mon invitée Caroline. Donc Mélanie. Salut! Donc déjà, on a eu un super premier épisode ensemble où est-ce qu'on a beaucoup partagé sur l'invalidation finalement des symptômes féminins et des chocs qu'on peut avoir suite à la naissance. Mais aujourd'hui, j'avais envie que tu nous parles un peu plus de toi en tant que professionnelle. Donc toi, précisément, tu te retrouves où? Sur Terre? Sur Terre, précisément, je suis à Montréal. OK. Dans le quartier Huntsic. Puis quand je suis pas là, je suis sur le bord de ce que j'appelle ma rivière, qui est évidemment pas à moi, mais qui est mon endroit préféré pour me poser. Parce qu'on en a besoin, je pense, là, à aider puis recevoir les histoires de tout le monde. Des fois, il faut c'est ce qui me permet d'habiter mon corps à mon tour, finalement. Pour ce qui est de la petite bio, moi, je suis physio depuis presque 20 ans. J'ai travaillé dans toutes sortes de domaines, des cliniques sportives privées, au CHUM, en neurochirurgie, en neurologie, en pulmonaire. Je me souviens même plus tout ce que j'ai fait, là. Puis finalement, je suis tombée enceinte un jour, puis je me suis rendu compte de l'étendue de mon ignorance en termes de ce qui est, de tout ce qui a rapport à la santé sexuelle, la santé de la femme, plus précisément, là. Puis ça m'a fascinée, puis je suis tombée là-dedans, puis je suis pas capable d'arrêter de creuser le sujet depuis. Puis donc, je pratique comme physio là-dedans, j'écris, je suis autrice, je commence à donner des conférences, donc dans le but de faire passer ce message-là au plus de gens possible, puis d'un point de vue militant un peu, là, comme tu dis, là. Oui, dans la militance un peu. OK, c'est super. Écoute, moi, j'ai pas touché à autant de clientèle que toi. J'étais gymnaste avant d'être physiothérapeute et c'était clair, moi, que j'allais être physio de sportif. C'était évident. Puis finalement, à ma première compétition de gymnastique que j'assistais comme physiothérapeute, il y a eu une fracture ouverte que j'ai très bien gérée sur le coup. Mais on dirait que j'ai réalisé que je n'étais vraiment pas faite pour les cas aigus. Puis j'ai eu la chance, moi, pendant mes études, d'être assistante de recherche pour Mélanie Morin, qui est une grande chercheuse à Sherbrooke. Et ça m'avait déjà quand même intéressée. Ouais. Je trouvais ça surprenant à quel point les pertes urinaires, tout simplement, parce qu'il y a tellement de symptômes pelviens, pouvaient nuire à la qualité de vie, puis tu sais, jusqu'à isoler une femme socialement, parce que là, bon, est-ce qu'elle va réussir à se rendre jusqu'à la prochaine toilette si elle fait une sortie au Vieux-Port? Est-ce qu'elle va réussir à attendre jusqu'à l'entracte avant d'aller aux toilettes, donc elle va s'empêcher d'aller au théâtre, au cinéma, bref, ça devenait gros, puis il y avait de quoi en moi quand même qui avait été interpellée par ça. Et après cette fracture-là qui a complètement changé ma vie, je me suis dit, OK, non, moi je m'en vais dans la chronicité, je m'en vais dans le périnéal. Mais ça fait moins longtemps que toi que je pratique. Moi, j'ai gradué en 2008. Oh ben, c'est pas une très grosse différence, là. Non, hein? 2005. Ah, quasiment en même temps, finalement. Écoute, ça veut dire ça fait bientôt 20 ans, moi, avec. Oui. C'est ça que tu es en train de me dire? On est rendu là. Il est où le temps? Je l'ai pas vu. L'as-tu vu passer? Quelque part entre tes 4 enfants, je pense. Mon Dieu! Je pense qu'il m'enlève 5 ans à chaque fois que j'en accouche un.
Écoute, là, je vous rappelle, gang qui nous écoute, vous pouvez aller sur mon site web pour aller sur mon petit onglet podcast dans mes services pour nous partager ton histoire pelvienne. Et là, aujourd'hui, on en a une, la numéro 7, qu'on a choisie d'avance cette fois-ci pour pas que j'aille à chercher dans mon cellulaire le texte. Et c'est Anne qui nous partage son vécu pelvien. Et elle, c'est quoi l'émotion qu'elle avait en nous partageant ça? C'est de l'irritation. J'ai déjà hâte de lire. De la tristesse. Ça arrive souvent. Et de la surprise. Surprise positive ou négative? On va voir. On va voir ça bientôt. Bon, commençons. C'est qui déjà Anne? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Il faut savoir qu'avant ma grossesse, j'avais une vie sexuelle épanouie avec mon conjoint et nous expérimentions plusieurs positions sexuelles. Après l'accouchement, personne ne m'a avisé que ma vie sexuelle ne serait plus la même et que je ne reconnaîtrais plus mon corps. Ouf, c'est du vécu. J'avais l'impression que mon anatomie avait changé, que plus rien n'était à la bonne place. Quand nous prenions certaines positions, comme le 4 pattes par exemple, la sensation que je ressentais, qui avant était agréable, était maintenant douloureuse. J'avais honte et je ne savais pas comment expliquer à mon conjoint que ce que j'aimais avant n'était plus. C'était comme si je n'étais plus la même femme. Je ne connaissais personne qui était là pour m'expliquer si j'étais normale ou pas. J'avais aussi l'impression que c'était tabou. Ma vie sexuelle n'a plus été la même par la suite. Une surprise avec peut-être pas beaucoup d'espoir. Oui, on sent la détresse. On sent pas qu'elle a trouvé des pistes de solution ou de la compréhension. Elle se sent anormale aussi, ce que j'ai l'impression. Puis c'est quand même assez commun, suite à une naissance. Encore une fois, on n'est pas préparé au postpartum. Non. Finalement, ça va se manifester dans notre vie sexuelle comme Anne, où ça peut se manifester dans le sport, où ça peut se manifester d'un point de vue plus soutien ça peut se manifester de plein de façons, mais je pense que une chose que presque toutes les mères, si c'est pas toutes, ont en commun, c'est d'être capable de dire qu'ils n'étaient pas préparés à ce qu'elles allaient vivre. Là. Effectivement. Puis je pense que c'est important qu'on en parle parce que oui, il va y avoir des changements au niveau de la sexualité. Et pourquoi que des physios parlent de sexualité? Parce qu'imaginez-vous donc qu'il y a une composante très biomécanique à la sexualité. Puis déjà, dans le texte qu'Anne nous a partagé, elle parle qu'elle sent que ces choses ne sont pas à la même place. Donc ça va être des fascias, des ligaments, du soutien musculaire, parfois articulaire, postural. Donc, on a vraiment un grand impact à ce niveau-là comme physiothérapeute. Donc, ça m'a amené, puis je suis certaine que toi aussi, à beaucoup m'instruire là, au niveau de la sexualité. Et j'ai fait venir souvent des sexologues en conférence pour essayer de comprendre c'est quoi qui se passe exactement, tu sais, dans notre tête au niveau de la sexualité, parce qu'au niveau physique, nous, on est capable de l'expliquer, puis je pense qu'on va faire le tour tout de suite après. Mais ce que j'aimerais partager aujourd'hui, puis ça, c'est les mots des sexologues qui sont venus en conférence là, dans ma communauté, c'est que il y a un bon 2 ans, suite à la naissance, où est-ce que notre libido, tout simplement, va être différente de ce qu'on connaissait de nous. Entre autres, parce que on est comblé en tendresse avec notre petit bébé collé sur nous. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer justement dans les changements, réapprendre qui on est, c'est qui la nouvelle nous, aimer cette personne-là aussi, ce qui fait en sorte finalement qu'il y a un beau processus là, d'environ 2 ans. Et plus le papa, ça c'est la sexologue qui nous disait ça, ou la maman, parce qu'on s'entend que ça peut être un père ou une mère. Oui. Plus cette personne-là est impliquée auprès du bébé, plus sa libido aussi va suivre celle de la maman qui vient d'enfanter. Donc ça va aider aussi. Là. Puis par implication, on s'entend, c'est pas de changer une couche quand on se le fait demander ou de mettre une brassée dans sa sécheuse quand on se le fait demander. C'est de prendre les devants, de réfléchir aux besoins de la famille et d'être proactif
sans qu'on ait avant tout là, été demandé pour faire certaines tâches. Donc, côté libido, déjà, il y a beaucoup de choses qui changent, mais au niveau sexuel aussi. Donc, ça peut aller dans plusieurs directions. Ça peut aller dans des tensions nouvelles. Hein, le corps, quand on vient d'enfanter, il peut réagir. Là, moi, c'est ce qui a fait 3 fois sur 4. Il a réagi comme un stick, il n'y a plus rien qui va sortir de là, puis il n'y a plus rien qui va rentrer là. Fait que moi, mon réflexe, c'est de complètement tout fermer, une sorte de vaginisme que j'ai eu à chaque naissance. Et à mon 4e, là, j'ai eu la COVID en accouchant, donc j'ai beaucoup toussé. Puis tu sais, le jour de l'accouchement, je veux dire, j'ai sorti mon bébé, j'ai eu la COVID 2 secondes après, puis j'ai essayé de tousser, mais tu sais, t'as le ventre qui dégonflé. C'est difficile. J'essayais de tousser, j'étais pas capable, j'avais plus de ventre. C'est là que j'ai vu à quel point notre ventre puis notre plancher pelvien était utile pour sortir de l'air. Mm-hmm. Là, j'ai lu plein d'études sur... Puis il paraît, sache, parce que là, je voulais partir sur le postpartum, là, mais sache que plus on a un bon périnée, mieux on chante. Oui. C'est fou, raide, oui, hein? Oui, absolument, parce que nos diaphragmes, on a le diaphragme pelvien, on a le diaphragme de la respiration, le diaphragme vocal. Il y en a plusieurs, en fait, il y en a même d'autres. Mais oui, absolument, ça a un impact sur notre souffle, donc sur notre chant, sur notre voix, sur... C'est vraiment fascinant. Et vice-versa. Et vice-versa, ouais. Oui, parce que c'est interdépendant. Et à cette 4e naissance-là, j'ai eu une béance vaginale. Donc, mon vagin, au contraire, il a fait le mort. Donc, il est resté comme ouvert. Et là, je sentais plus rien, là. Fait que j'avais aucune envie d'avoir des relations parce qu'on s'entend, là, quand tu sens rien, c'est comme une perte de temps un peu, là. Fait que j'ai vécu ça. Mais où je veux t'amener, là, c'est après ma 2e naissance. C'est la seule que j'ai eue sous épidural avec poussée rapide. Et ça m'a blessée. J'ai eu des douleurs pendant au moins 14 mois. Et j'étais physio du périnée déjà depuis quelques années. Puis j'arrivais même pas à me soigner moi-même. J'étais super perturbée par ça. Et une fois, tu sais, parlons-en, là. Une fois, on était dans un souper d'amis. Puis là, on disait, hey, nous, ça fait 14 mois qu'on n'a pas eu de relation parce que Mel, elle a trop mal, tu sais. Et les amis ont dit, pauvre Mathieu. Mm-hmm. J'ai dit, puis comme s'il fallait, tu sais, puis ils me l'ont dit, tu pourrais pas faire un effort. Là, j'ai dit, ben voyons, toi, t'es un méchant mongol. C'est moi qui ai mal, pauvre moi. Hey, on s'en fout-tu de lui, tu sais, je veux dire, vis ta sexualité, t'as aucune limite. Moi, j'aimerais ça en avoir une sexualité, puis j'ai mal, je peux pas en avoir une. Puis on me dit de me forcer. Hey, là, le devoir conjugal, toi, dans les années 2020, là. C'est encore présent. Hey, je sens pas à ça. Je sens pas à ça. Ça m'a vraiment choquée. Fait qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire concernant la sexualité des femmes en postnatal. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer physiquement qui valident dans tout ça, mais aussi psychologiquement. Mais il y a aussi quelque chose aussi que je trouve qui revient beaucoup chez beaucoup de femmes qui se font dire. Encore une fois, souvent, je trouve que ça part des mots qui sont dits ou de ceux qui sont pas dits. Des fois, c'est le contraire. Mais il y a cette espèce de notion-là de « Ah, ça fait 6 semaines que tu as accouché, tu peux faire du sport, tu peux faire l'amour. » Puis juste ça, tu sais, faire l'amour, puis relation sexuelle, ça sous-entend une pénétration, alors que ça n'a pas besoin d'être une pénétration. Puis souvent, ce qui n'est pas une pénétration, dans la grande majorité des cas, ne sera pas douloureux au final. Puis cette espèce de marque imaginaire-là du 6 semaines, être prêt à avoir une pénétration, ça prend... ça veut dire, ça touche à tellement de choses. Il y a seulement la femme elle-même qui peut le savoir si elle est rendue là. Il n'y a personne qui peut dire... C'est sûr que c'est une plaie ouverte, on peut dire, OK, ça va être une bonne idée d'attendre encore un petit peu. Mais à partir du moment où, visuellement, médicalement, la plaie est guérie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses encore à considérer. Puis en tout cas, en moyenne, moi, dans mon bureau, à 6 semaines... sont pas rendus là, les mamans. Là. Ils ont les bras pleins, la tête pleine. Je veux dire, ils apprennent encore à s'adapter à l'allaitement ou en tout cas juste à leur nouvelle vie, à leur nouveau corps. Ça prend du temps. Habiter ce nouveau corps-là, ça prend de l'exploration.
Une relation sexuelle, moi, c'est comme ça que je définis ça. C'est une exploration des corps, c'est une conversation des corps. Ça peut ou pas mener à la pénétration, mais il y a moyen d'en avoir sans douleur, toujours, parce que ça n'a même pas... je veux dire, ça peut être une caresse tendre, un toucher tendre. Il n'y a pas de contour ou de limite précise ou rigide à c'est quoi, qu'est-ce qui est une relation sexuelle, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis on vit encore dans une société où on considère qu'une relation sexuelle, c'est une pénétration, puis que s'il n'y a pas de pénétration, on n'a pas eu de relation sexuelle. Fait que ça, c'est la première chose à redéfinir puis à se réapproprier dans notre sexualité, c'est que ça ne veut pas dire nécessairement ou absolument ça. Puis c'est ça, c'est de reconnecter, dans le cas de Anne ici, c'est de prendre le temps de redécouvrir son nouveau corps, parce que oui, les choses changent, puis vont continuer de changer. On peut retrouver quelque chose qui nous ressemble, qui ne sera pas non plus nécessairement exactement ce que c'était avant, mais qui va être fonctionnel. Il y a des moyens de retrouver de la fonction, que ce soit une fonction sexuelle ou sportive ou autre, là. Mais il faut se donner du temps. Puis ce temps-là, ce rythme-là, il peut pas, c'est pas une question de protocole, il peut pas être connu d'avance, il peut pas être décidé par quelqu'un d'autre. Puis c'est une progression qui va se faire, c'est pas linéaire non plus nécessairement. La sexualité, c'est quelque chose de très, très, très contextuel. Il y a tellement de facteurs contextuels qui influencent ça. Puis ils sont tous à considérer. Puis ils vont pas tous avoir la même importance selon chaque personne, selon chaque individu, là. Puis encore une fois, je pense qu'on manque un peu d'instruction par rapport à ça. Puis si on en parle avec nos amis, il y a tellement cette pression de performance-là qu'on doit performer dans toutes les sphères que je me demande à quel point nos amis sont honnêtes en partageant. Puis c'est vrai, par contre, j'en ai eu des clientes très rapidement en postnatal qui avaient envie de revivre leur sexualité. Aussi, c'est tout à fait correct aussi. Mais de l'autre côté, où est-ce que là, on a besoin de se reconnecter à soi avant de se reconnecter à quelqu'un d'autre, on dirait que c'est un petit peu là, pas connu. Puis on va se mettre de la pression autour de nous. On va nous faire sentir justement que, voyons, moi, j'ai pas vécu ça. Je vois pas pourquoi tu sais, je suis physio du Pyrénées, je l'ai vécu, l'invalidation sexuelle postnatale. Tu sais, je veux dire... voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je pense que c'est important là, de réaliser l'impact culturel, la pression qu'on vit. Finalement, effectivement, 6 semaines, c'est n'importe quoi. Là. Physiquement, peut-être, mais le physique, le psychologique, on ne peut pas les dissocier. Non, absolument pas. Puis c'est prouvé maintenant que notre plancher pelvien fait partie de notre traitement émotionnel. Donc, oui. Il y a plusieurs études, puis quand je disais dans l'autre podcast qu'il y a des solutions, des solutions, ou en tout cas des réflexions qui existent depuis longtemps, tu sais, c'est des recherches qui datent, si je me trompe pas, de 2003-2004. C'est pas hier, là. Ça fait presque 20 ans qu'on sait que le plancher pelvien fait partie du système de traitement émotionnel. J'étais encore à l'université, mais ça m'a pris, ça fait quelques années à peine que j'ai été mise au courant de ça, tu sais, à travers mon initiative puis ma fascination pour tout ça. C'est pas une information qui est venue à moi. Il a fallu que j'aille la chercher, il a fallu que j'aille la creuser. Avec tous les outils que j'ai, comme tu dis, tu sais, je suis physio-périnéale, j'ai plein d'outils en place. La majorité des femmes qui viennent me voir, ils n'ont pas tous ces outils-là en place qui vont faciliter leur recherche puis mais chercher où? C'est ça aussi qui est dur, là. Nous, on va chercher sur PubMed, là. Beaucoup. Oui, beaucoup. C'est un site où est-ce que toutes les études scientifiques, c'est là qu'on va aller chercher nos références, puis qu'on va réfléchir, amener des hypothèses, bref, faire évoluer un petit peu la science. Puis effectivement, je prenais un cours récemment sur comment notre psychologique influençait notre représentation physique de la douleur chronique. Et ce que le formateur nous disait, c'est que ce qu'on vit psychologiquement
va d'abord et avant tout se vivre dans notre corps avant même qu'on en prenne conscience. Et effectivement, la région pelvienne, un peu comme un petit chien qui a peur, qu'est-ce qu'il va faire? T'sais? Il va se rentrer la queue entre les jambes, mais c'est un petit peu ça qu'on va se faire avec notre région pelvienne. On va essayer de se protéger. Et ça, j'en parle souvent, mais tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais quand on se fait poursuivre par un ours, là, t'sais, c'est pas le temps de s'arrêter pour faire pipi ou caca. On va vraiment se couper de ces besoins-là pour nous permettre de courir le plus longtemps possible. Donc, il y a vraiment quelque chose de gros qui se passe au niveau pelvien. Puis ça peut être du stress et qui est vécu régulièrement ou un très gros stress qui rentre dans notre corps puis on a besoin d'aide pour le ressortir. Mais je pense que c'est important, effectivement, de faire le lien entre les deux. Puis là, j'aurais comme le goût qu'on parte sur des recommandations postnatales pour aider justement à la guérison pelvienne. Ça te tente-tu? Let's go. On y va? On y va, on essaie ça. Parlons de glace. Qu'est-ce que t'en penses, toi? De la glace? Oui. T'en as-tu mis quand t'as accouché? J'en ai mis, il me semble, oui. J'en ai mis. Je pense que j'avais fait le truc de la serviette sanitaire dans le... Dans l'eau congelée. Oui, exactement, dans le congélateur. Moi, les premiers conseils que je donne à mes clientes, c'est vraiment... la base. Là. Des fois, il y en a qui vont être étonnés que ça soit pas plus pointu que ça, finalement. Mais c'est vraiment, surtout les 4-6 premières semaines, je dirais, là, parce que là, après ça, dépendant, on parle du postpartum quand, ça va évoluer aussi, là, je pense, les conseils, mais on a subi quelque chose d'hyper... peu importe comment ça s'est déroulé, là, qu'on a eu une césarienne... Que tu sois en forme ou pas aussi avant. Que tu sois en forme ou pas avant, que tu aies eu une déchirure ou pas, des points ou pas, des forceps ou pas, urgent, peu importe. Ton corps a besoin de guérir. Il s'est ouvert. Ton corps s'est ouvert, il a fait émerger quelque chose. Tu dois guérir, puis ça demande de l'énergie de guérir. Ça demande une bonne vascularisation. Donc, ça une bonne... On veut que le sang circule, on veut que l'oxygène, les nutriments, on veut que tout ça circule. Puis pour ça, faut s'hydrater, il faut manger équilibré, il faut se reposer, il faut se permettre ce temps d'arrêt-là, cette lenteur-là. Puis ça, je pense que ça, c'est le plus difficile parce qu'on vit tellement dans une société où c'est go, 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 puis c'est la performance, puis on veut retourner, on a peur de s'arrêter, mais d'un coup, j'en repère trop. Mais c'est parce qu'on devient moins valide dans ce qu'on reconnaît d'une femme qui est valorisée, finalement, de ralentir. Puis on réalise pas à quel point ce ralentissement-là nous donne plus de force et de puissance. Exact, c'est ça, d'accepter ce ralentissement-là initialement. À 6 mois postpartum, la personne qui s'est donné ces premières semaines-là de repos, puis de soins, puis de massage, moi, je leur dis, demandez à vos chums de vous masser le ventre, pas évidemment pas la cicatrice dans les premiers jours ou semaines quand c'est pas guéri, mais masser le ventre, masser les cuisses, masser le dos, ce retour au corps, finalement. Puis de passer du temps en position horizontale aussi. C'est quelque chose... puis ça, c'est vraiment... Je pense que tout le monde est surpris quand je leur dis ça. Ça a l'air niaiseux comme conseil, passe du temps horizontal, mais tu sais, si tu te lèves le matin... puis que tu t'assois, puis que tu fais rien d'autre de ta journée que donner à boire à ton bébé, mais tu restes toute ta journée assise, il y aura probablement personne autour de toi pour te dire « T'en as bien trop fait, voyons donc, ralentis, arrête-toi. » Puis c'est pas parce que le chum, la mère, peu importe, personne n'est mal intentionné là-dedans, ils le savent pas plus non plus, là. Mais si on est assise toute la journée, on est assise sur notre périnée, on a la gravité qui tombe sur... Tout est comprimé. Puis si tout est comprimé, mais comme quand on pile sur un boyau, ça circule moins. Dans cette position horizontale-là, on se repose, évidemment. Là. Ça permet en général un repos un petit peu plus efficace aussi. Puis ça permet cette circulation-là, puis de vivre cette période-là en pleine conscience de notre corps, puis de porter attention. Ça veut pas dire qu'il faut que tu restes couché pendant 6 semaines. Là, c'est pas ça que je veux dire, mais si tu te lèves debout pendant 1 heure ou 2, puis que tu ressens de la lourdeur, ou que tu as des fuites, ou que tu as mal... Au dos, hein? Au dos, au périnée, à cicatrices, aux épaules, exactement, aux genoux, tu sais,
écoute-le, ton corps. C'est ton corps qui te dit, ah là, il te niaise pas, tu sais. Il n'est pas en train de te mentir. Ouais. C'est pas l'Advil qui va changer de quoi, tu sais. C'est un signe de besoin de repos. Puis oui, des fois, on va prendre de la médication, mais c'est un signe de repos qui est valide. Puis il faut écouter notre corps. Il a besoin de reposer. Puis effectivement, tu sais, on a besoin d'énergie pour guérir. Mais ça, on la met à faire notre brassée de lavage. On en a moins pour notre guérison. Puis moi aussi, je l'ai lu dans les études comme quoi les personnes qui faisaient plus attention dans les premières semaines étaient celles qui allaient le mieux, autant physiquement que psychologiquement. Moi, c'était 1 an plus tard que j'avais lu, imagine-toi donc. Fait que ça va quand même loin, les répercussions de ce post-natal-là sur le bien-être là, à long terme. Et moi, ben là, je repars sur la glace. Veux-tu? Ah oui. Ça te dérange-tu? Parce que stick, moi, ça m'a fait du bien. Hey, je te dis, là, la glace, ça m'a fait du bien. Comme tu disais, je trempais, je mettais même de l'aloès. En tout cas, il y a plein d'affaires. Tu peux voir un naturo, il va te recommander plein de petites bidules. Moi, je suis bien une petite bidule, j'habite à Val-David. Là. Fait que, tu sais, les huiles essentielles, on est toutes des petites sorcières. Fait que là, congelé, moi, je me mettais ça me soulageait tellement. Ça m'obligeait justement à aussi me reposer. Ouais. Fait que ça, moi, la glace, j'ai beaucoup aimé. Être plus horizontale, effectivement, c'est tellement important là, d'essayer de se donner ce repos-là. Et moi, là, c'est un conseil personnel. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise, OK? C'est quand tu arrives là, en fin de grossesse puis que tu es vraiment épuisé. Puis là, juste peigner tes cheveux, tu as besoin d'une pause après ça, tu sais. Quand tu es rendu là. Je vois beaucoup de mes clientes, puis je l'ai fait aussi, faire semblant avec leur autre enfant que tout allait bien, que maman elle avait de l'énergie, puis s'obliger finalement à jouer, s'obliger à faire certaines tâches qui sont finalement secondaires, même si on les croit vraiment prioritaires. Et ça fait une transition qui est peut-être un peu plus dure pour le postnatal, ce qui fait en sorte qu'on a peut-être moins l'espace de se respecter. Puis moi, ce que j'ai remarqué, puis je l'ai vraiment appliqué à mon 4e enfant, puis je le souhaite à tout le monde de faire ça, mais par exemple, on avait un souper entre amis, puis ce jour-là, finalement, je suis trop fatiguée, mais à stick, je le cancellais. Fait que je faisais pas semblant que j'avais la force d'y aller, je l'annulais. Puis là, le mot d'ordre pour mon chum, c'était de pas m'ostiner puis de pas essayer de me convaincre. Parce qu'à un moment donné, tu sais, respecter ses propres limites, on n'a pas été habitué à ça. C'est souvent précaire et très fragile. J'avais besoin d'aide pour respecter ces limites-là. Puis ce que ça l'a fait, de voir maman se reposer, moi, je n'avais 3 autres, hein? Avant le 4e, il y en avait 3 autres avant. Ce que ça l'a fait, de voir maman se reposer, maman être fatiguée, maman faire des siestes, maman dire non, maman respecter ses limites, ça l'a fait qu'en postnatal, j'avais déjà instauré une routine douce que mes enfants avaient déjà appris à respecter avant même que mon nouveau-né soit là. Et quand j'ai eu mon nouveau-né, ça a été une continuité. Mais on avait déjà fait le gros du travail. Fait que ça, moi, je le vois souvent chez mes clientes, vraiment tout faire, puis travailler fort pour pas qu'il y ait d'impact sur la routine, sur les activités, sur le social, sur les loisirs. Puis finalement, ils arrivent en postnatal, puis on leur dit « repose-toi ». Mais comment? On sait même pas comment. Mais non, on n'apprend pas. On n'apprend pas ça. Puis selon personne, je veux dire, là, j'ai pas lu là-dessus, là. Mais personnellement, ce que j'ai vécu, c'est de faire cette transition-là, de me respecter avant l'accouchement. Et ça faisait une transition vraiment plus douce pour le postnatal, où est-ce que toute la famille était habituée à ce rythme-là. Et tranquillement, pas vite, là, on en faisait de plus en plus en fonction de comment j'allais, comment bébé allait. Parce que tu te sentais capable, tu sais. Bien, j'avais plus confiance en mon corps, je le sentais plus solide, j'étais aussi plus confortable. Fait que ça a vraiment été dans la grande douceur, là, ce postnatal-là. J'aurais aimé avoir mes 3 premiers dans cet état d'esprit-là. J'aurais tellement lutté moins contre moi. Ouais. Mon chum aurait lutté moins aussi contre moi, hein? J'aurais lutté moins contre mon entourage, la pression qui m'était mise aussi. Je pense que ça aurait été juste plus doux, plus agréable. Bref. Puis ce qui est intéressant dans ce que tu dis, pour revenir à la tristesse et l'irritation, puis par rapport à la vie sexuelle là, de l'histoire du début, je sais pas si tu as lu le livre « Come As You Are » d'Emily Nagoski. Non. Ça, c'est une des lectures les plus importantes que j'ai faites, je pense, dans ma vie professionnelle et personnelle à propos de la santé sexuelle, qui est au final notre santé globale, là, de très, très, très près liée à ça. Il
il y a 1 million d'affaires intéressantes et pertinentes dans ce livre-là, mais plus précisément par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que elle nous explique qu'on a, elle appelle ça un système de frein puis d'accélérateur. Évidemment, c'est beaucoup plus complet. Là, je vais le vulgariser, là, parce qu'on n'a pas des heures devant nous. Mais on a comme un système de frein puis d'accélérateur par rapport à notre sexualité. Donc, notre cerveau est de très, 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 très près, très directement impliqué dans notre désir sexuel, par exemple. Puis plus la liste de freins est grande, puis plus la liste d'accélérateurs est petite, ben moins on va avoir le goût, plus on va aller vers la sexualité avec une certaine retenue, avec un désintérêt, avec tout ça, puis plus ça a de chance de faire mal. Puis ces stress-là qu'on s'impose, de s'obliger à performer, finalement, là, la to-do list plus longue, puis faire plaisir à un, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, puis finalement, pas vraiment à soi-même, là, ben ça vient jouer un super gros rôle. Ça peut venir jouer un super gros rôle dans la sexualité. Évidemment, c'est tout le temps là, différent d'une personne à l'autre, mais par rapport à ce qu'elle nous disait plus tôt, oui, ça change parce que justement, ton contexte change, tes freins, tes accélérateurs peuvent changer. Il y a fort possiblement bien des freins qui s'installent là, dans cette période-là où tu es en train de t'adapter à tellement de nouveautés, où tu dors pas, vraiment. Il n'y a personne, même les meilleurs bébés font pas des nuits complètes là, à 3-4 semaines postpartum, tu sais. Même un an, hein, je t'avouerais. Non, c'est ça, tu sais. Puis je dis meilleur, ça n'a pas rapport. Là. Moi, c'est ça. J'allais, à 3 ans et demi, il se réveillait encore la nuit, là. Fait que ça peut avoir... Tu sais, on pense pas que aller dans un souper pendant que ça nous tente pas, c'est pas ça tout seul, spécifiquement pris à part, qui fait qu'on a mal en ayant une pénétration. Évidemment, le lien il est plus complexe que ça, mais plus il s'accumule de choses comme ça... Où on s'oblige à notre détriment. Exactement, où on n'est pas à l'écoute de notre corps, finalement, plus on est là-dedans, bien, moins on a de désir, puis plus on va vers la sexualité sans désir, moins on a le goût, plus on y va à reculons, bien, tu sais... comment est-ce que tu avances vers quelque chose où tu n'as pas le goût d'aller? Tu y vas avec retenue, tu y vas avec un peu plus de tension, avec moins de laisser-aller, avec moins de curiosité, avec moins de liberté. Puis c'est ça que ça prend pour qu'il y ait du plaisir dans la sexualité puis qu'il n'y ait pas de douleur, là, entre autres. Au-delà de... évidemment, il peut avoir d'un point de vue biomécanique, là, comme tu disais. Allons-y, c'est ça j'allais dire. Allons-y sur le côté physio, vraiment, mais je trouverais que c'est important quand même d'aller dans le culturel pour expliquer, puis valider, puis amener de la douceur. Mais physiquement, effectivement, tu sais, il y a eu un étirement, des fois des micro-déchirures, ça peut amener une espèce d'inflammation et ça de l'enflure, finalement, c'est comme ça que les gens disent. Puis ça, cette enflure-là, ben c'est inconfortable et ça fait tellement de bien de juste venir la masser, cette enflure-là. Par en dedans, par dehors, il y a plein de techniques qu'on peut faire pour venir drainer rapidement quand même notre enflure, mais effectivement, nos ligaments, comment ils vont guérir, notre musculature. Donc, il y a beaucoup de choses physiquement qui peuvent faire en sorte qu'on est inconfortable par une pénétration. Comme tu disais, hein, on a cette croyance-là que la pénétration, c'est la relation sexuelle, mais ça, c'est Freud qui a amené ça, le savais-tu? Entre autres, oui. Entre autres, parce que lui, il disait que les jeunes filles, il y avait des orgasmes du clitoris, puis quand tu étais une vraie femme, là, tu jouissais du vagin. Et ça nous a invalidé du monde sur leur sexualité quand on sait le nombre de filles qui ont des orgasmes vaginaux par la pénétration. 30%. Ah ben tu vois, je sais pas de ça parce que moi, ma mémoire, là, est pas toute là. Celle-là est comme restée avec moi. Toi, c'est ancré là. Je trouve ça vraiment puissant, là. C'est 70% des femmes qui ont des orgasmes autrement que par la pénétration. Ben oui, le clitoris, c'est pas un préliminaire. Pas le dire assez, là, tu sais. Le clitoris, c'est notre relation sexuelle. C'est pas un préliminaire ou un si j'ai le temps ou si ça me tente. C'est ça, notre relation sexuelle. Si on a le temps, il y en aura une pénétration, on va switcher rôle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choses physiquement qu'on peut venir traiter. Comme quand on a mal au cou, hein, on va aller chercher un massage, on va aller voir au niveau articulaire, on va aller voir au niveau neuro, qu'est-ce qu'on peut venir travailler pour retrouver du confort. Puis ça, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand que tu retrouves du confort physique dans ton corps, bien,
surprenamment, ta libido revient aussi. Comment tu voudrais avoir envie d'avoir une relation si ton corps le sait que ce ne sera pas agréable? Fait que c'est bien de retrouver ce confort-là qui nous donne confiance puis qui éventuellement nous donne envie. Je dis pas qu'on a juste besoin de faire de la physio pour soigner ces symptômes sexuels postnataux. Souvent, on va aussi aller en sexologie, par exemple, mais il y a quelque chose de physique. C'est pas juste dans notre tête, c'est pas juste culturel. Il y a quelque chose de physique, une ouverture qu'on a créée, qu'on doit venir finalement là, se réapproprier. Exact. Ouais. Fait qu'écoute, Anne, qu'est-ce qu'on a envie de dire à Anne pour conclure ça? Bien, je pense qu'elle avait pas l'air d'être au courant des solutions possibles. Fait que je pense que c'est important que ça soit en physio périnéale, que ça soit avec une sexologue. Je pense que ça serait 2 bons points de départ, là. Ça veut pas dire que personne d'autre peut aider, mais je pense que comme As You Are, ça peut être une bonne lecture. Je pense qu'il a été traduit là, récemment en français aussi. Mais de revenir à l'écoute de son corps, de se poser la question, j'ai-tu vraiment envie? D'attendre d'avoir vraiment envie avant d'aller vers la pénétration, d'avoir envie de ça. Puis après ça, bien, c'est sûr que ça se peut, tu sais, des fois, prendre conscience de tout ça tout seul. C'est ça, il y a toutes sortes de lectures qui peuvent nous guider, mais des fois, ça peut aider là, d'aller consulter quelqu'un pour se faire guider un petit peu au départ. Tu sais, des fois, il y a des blocages plus biomécaniques, tu sais, s'il y a des tensions musculaires plus hautes au niveau du diaphragme, au niveau du thorax, dans le dos, dans le ventre, ça peut créer, entre autres dans le 4 pattes, comme elle mentionne, avec des pénétrations plus profondes, ça peut créer de la douleur profonde. Là, on ne sait pas où est-ce qu'elle ressent cette douleur-là. Ça, c'est quelque chose qu'on demande tout le temps à nos clientes, de décrire c'est où, à quoi ça ressemble. Ça nous aide à nous guider dans nos interventions. Là, on ne le sait pas exactement, mais c'est possiblement quelque chose d'un petit peu plus profond, comme un butement. Bien, des fois, justement, il peut y avoir quelque chose qui se passe dans le bassin, il peut y avoir quelque chose qui se passe plus haut, mais il y a... J'oserais dire que... on peut, c'est difficile là, de le savoir, on la connaît pas assez, on l'a jamais évaluée, mais je pense qu'il y en a de l'espoir pour elle. Ah là. oui, moi j'en ai. Je suis pas inquiète de dire qu'elle peut trouver une sexualité épanouie. Là, puis je pense que le premier pas à prendre, c'est peut-être d'aller consulter quelqu'un. Oui. Puis l'affaire, c'est parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut penser pour être prête à s'investir avec un professionnel. Premièrement, il faut réaliser que la sexualité, c'est un de nos piliers de notre identité, puis c'est aussi important que tout le reste. Donc ça aussi, c'est une croyance qu'on a que la sexualité, on a juste besoin de se sentir englobé et puis c'est suffisant. Mais non, la sexualité, c'est quelque chose qui est important. On ne l'a juste pas appris. Et financièrement, ça, c'est un enjeu aussi. Puis c'est vraiment chiant, OK? Qu'on ait besoin de payer pour avoir des soins de santé aussi importants que la sexualité. Mais je pense que ça vaut la peine. Puis effectivement, tu peux commencer par t'instruire via des livres. Tu peux t'instruire via des podcasts. Tu peux t'instruire via plein de choses avant de dire, OK, non, là, moi, je consulte. Et pour toutes celles qui voudraient consulter, finalement, qui sentent qu'ils sont là, vous avez simplement à aller sur le site de l'Ordre des physiothérapeutes du Québec, puis vous faites une recherche, là, pour une physio pelvienne dans votre région avec votre code postal. Donc, vous allez avoir une liste. Puis ça se magasine, ça aussi. Ça vaut la peine, selon moi, de venir parler à la physiothérapeute avant de prendre rendez-vous. C'est sûr qu'on est... En tout cas, moi, je ne travaille pas en clinique maintenant. Je travaille que virtuellement. Et la chance que j'ai, c'est que les gens me voient aller puis ils vont me choisir à cause de ma personnalité. Fait que c'est beaucoup des gens qui me ressemblent qui viennent vers moi maintenant. Mais en clinique, j'avais une très grande liste d'attente. Effectivement, je ne sais pas si j'aurais parlé à tout le monde avant qu'ils prennent un premier rendez-vous, surtout sachant que, ça pouvait prendre plusieurs mois avant de pouvoir avoir de l'espace pour cette nouvelle cliente-là. Mais je pense que c'est important aussi, par contre, de se sentir bien avec notre thérapeute. Puis si on ne se sent pas bien avec une thérapeute, c'est pas toute la physio qui... Mais oui, on est toutes différentes. Exact. On a toutes nos... On est beaucoup à avoir beaucoup d'attentes, je pense, malheureusement, parce que c'est une profession encore vraiment jeune, puis qu'on n'a pas eu le temps de former assez de monde. La demande explose par rapport à... Ça prend un minimum de temps former quelqu'un. Mais oui, on peut parler...
moi aussi, là, j'ai des mois d'attente, mais je prends tout le temps de soit leur parler ou d'échanger par courriel pour avoir une idée. Puis c'est sûr que ça aide, tu sais, comme tu dis, les réseaux sociaux. Moi, j'ai mon livre, il y en a qui commencent à venir à m'aborder à travers ça, puis qui savent que, tu sais, j'ai lu ton livre, je pense que tu es la personne pour moi. Puis si c'était le contraire, évidemment, ces personnes-là qui seraient pas intéressées après la lecture de mon livre vont pas me contacter, là. Effectivement. Mais tu sais, c'est ça. Puis il y en a d'autres ressources. Il y en a plusieurs physiopérinéales qui ont une chaîne YouTube, qui ont un site web, qui ont des programmes en ligne. Fait qu'il faut pas hésiter à se magasiner un petit peu. Le fit est important, là. Le fit est important, puis on est important, notre sexualité est importante. C'est un endroit où l'investissement va avoir un impact finalement. L'investissement en termes de temps, là, on parlait de financier, mais en termes de temps aussi, va avoir un impact sur tellement d'aspects de notre qualité de vie. Fait que oui, c'est important, Anne. Exact. C'est un investissement, même financier, tu sais, oui, c'est coûteux. Puis oui, j'espère de tout mon cœur qu'un jour, ça va être accessible dans le système public, puis ça va être moins dispendieux, puis tout ça. Mais au final, si on n'est pas bien, ça finit par coûter cher aussi, là. Si on n'est pas bien dans notre corps, ça coûte cher de plein de façons. On fait moins d'activités, on est moins bien dans notre couple, on est moins bien comme parents. C'est une autre. Mais c'est constant qu'on s'approprie plus notre corps, finalement. Mm-hmm. Puis c'est ça le cadeau précieux qu'on se fait en se dégageant du temps pour se réapproprier notre corps, c'est qu'on se reconnaît enfin. Puis ça, c'est quelque chose qui fait la différence dans notre confiance, notre énergie aussi au quotidien. Fait que ça vient jouer grand. Se réapproprier notre corps, ça vient jouer sur beaucoup de notre qualité de vie. Absolument. Écoute, super intéressant. J'espère que ça va avoir aidé Anne. Moi aussi. Bonne chance, Anne. Bonne chance, Anne.